Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va. Et vous? Très bien, très bien, très bien. On m'a dit de me taire, alors j'ose plus rien dire. Je t'ai pas compris, Patricia. Tu me dis de me taire, alors j'ose plus rien dire. Attends, je t'ai pas dit de te taire. Je Mais t'ai- non, je plaisante. Oh. Voilà, voilà. Tarification. Comment fixer le prix de vente de vos produits ou services? Alors, donc j'ai switché sur le document de calcul. Ne Alors, remplir que les cases jaunes claires. Pourquoi j'ai du rose et du gris, enfin du marron, du je sais pas quoi, du or. je sais pas ce que tu vois, Patricia. En tout cas, Ouais, pour moi, c'est je vois du rose. Je vois du rose. Il est où ton jaune? là. D'accord, ben moi je vois du rose là. Ouais. C'est du matériel Dell que tu as. Je sais pas. Non, non, j'ai du Sony, j'ai du, je sais pas, non, je sais pas ce que j'ai. En tout cas, les autres voyaient du jaune, hein. Ou alors, Patricia ne... Ah non, non, tu vois, je suis pas la seule à avoir du rose. Hein. D'accord. Non, moi aussi, c'est saumon. Ben voilà, c'est ça, c'est saumon. Ouais, c'est la bonne Ouais, couleur, c'est ça. saumon. Au saumon. Ah, c'est bizarre. C'est un Ouais, problème Zoom. En plus, c'est écrit ouais, dans une ouais. langue bizarre. Hmm. Ah oui, L'outil, zeig mir einfügen. ouais, l'outil c'est en allemand, hein, parce que moi je travaille qu'avec des outils allemands. Bon, Adriane, il dit c'est jaune pour moi. Bah, c'est bon, Fayot, Adriane. Pour moi Ah, même. aussi, c'est jaune. Hein. Ouais, ouais. Ah, mais c'est pas vrai. C'est jaune, c'est vrai, c'est jaune, vraiment. Ouais. Je sais pas comment Bon, on Non, alors, mais tous ça doit être ceux qui le voient jaune ont un problème de vue. Tous les autres, non. Alors, première étape du calcul finalement, comme je vous disais, c'est d'aller calculer le tarif horaire ou le tarif journalier. Comment on s'y prend? Première étape, jour ouvré facturable. On va aller y mettre finalement le nombre de jours ouvrables par an, dépendant de votre pays. Ensuite, le nombre de jours de congés souhaités par an, que vous souhaitez. On y ajoutera le nombre de jours de congés maladie par an. Tu m'entends bien, Mickaël? Parce que tu fais des grimaces comme si… Non, ça vibre, j'ai l'impression qu'il y a une moto dans mes haut-parleurs. Ah, je ne sais pas ce que tu fais. Aurais-tu un petit vélo dans la tête, Michael? J'ai rien compris à ce que tu as dit, Pat. J'ai dit, aurais-tu un petit vélo dans la tête? Ah bah, c'est un Solex, alors, vu le bruit. Hein. Ouais, ouais, voilà. C'est un Solex, c'est un scooter. Ah. Très interne alors, parce qu'on est dans la même pièce quand même. Non, mais je sais pas, je pense que ça vient de mon ordinateur. Ça vibre, c'est désagréable. Et ça change les Mais couleurs. voilà, ça change les couleurs aussi, ouais. Si ce n'était pas enregistré, je dirais, bah, écoute, si ça vibre, mets-le ailleurs que sur tes oreilles. Mais bon, si c'est enregistré, on va éviter. Merci pour ta sollicitude. Poursuis, Mickaël, poursuis, je me débrouille. Ensuite, ce qui est important, et c'est ce que je vous disais aussi, c'est vraiment de prendre en compte le temps que vous allez passer pour les thématiques administratives et le point mort dans votre business. C'est-à-dire que au départ, quand vous vous lancez, et même durant vos activités, il y aura toujours des temps de point mort ou des temps morts, en fait, si vous voulez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, vous allez retrouver dans les moments où vous allez vous occuper avec des tâches administratives, par exemple tout ce qui est marketing, administration, comptabilité, facturation, tout ce genre de choses. Ça va falloir l'accumuler et le mettre dans cette case. Le point mort, c'est exactement la même chose. On peut partir, en tout cas moi c'est mes chiffres, après vous de déterminer vos chiffres, environ de 20% de travail non facturable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je compte travailler 4 jours par semaine et que finalement 25%, il y aura peut-être une journée par mois où je ne serai pas finalement en train de travailler et de facturer. Il est important de le calculer parce que si vous ne le calculez pas, vous allez vous rendre compte finalement en faisant vos comptes que vous êtes beaucoup moins rentable que vous l'aviez prévu. C'est pour ça qu'il est important de connaître le nombre de jours de travail non facturables par an. Une fois que vous avez ça, vous avez donc le nombre total de jours non ouvrables et vous avez aussi, ce qui est plus important, le nombre de jours ouvrés facturables par an. On voit bien, c'est juste un exemple. Hein. Certains me diront, moi je travaille plus, moi je travaille moins, blablabla. Là n'est pas la question.
C'est juste que ce tableau-là est là pour vous aider finalement à comprendre que de 261 jours où vous pouvez travailler, parce que ce sont des jours ouvrables, vous n'allez finalement en facturer que 176 dans cet exemple, ou 176 pour nos amis belges et suisses. Ça, c'est la première étape. Compris jusqu'à maintenant? Ça vous va? C'est compréhensible? Mettez en commentaire s'il y a des questions. Patricia pourra nous le communiquer. Pour l'instant, ils me mettent que des bêtises. Oh, Patricia. Deuxième étape, coût d'exploitation annuel. Alors là, ça va bien évidemment varier en fonction de votre situation entrepreneuriale, bien évidemment. La liste, je ne vais pas la reprendre. Mais dans cet exemple, on a des coûts fixes, donc coût d'exploitation annuel, de 32 970. Ce qui fait un coût journalier, donc c'est diviser le coût fixe par le nombre de jours ouvrables, et ça vous fait un coût opérationnel ou journalier de 186 €. C'est-à-dire que chaque jour où vous ne facturez pas, vous avez quand même 190 € de frais ou de coûts. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà là, moi personnellement… Ça fait des malaises là. Hein. Ouais. Mais là, tu commences à te poser la question, ok, c'est-à-dire que je sais que 44 jours, d'après mon prévisionnel, je ne vais pas travailler. Donc 44 fois les 186, vous savez déjà ce que vous devez amortir avec le reste des jours durant lesquels vous allez travailler. Bon, je vous ai mis un exemple d'une personne qui a une certaine vision, qui aimerait bien gagner sa vie, qui vit avec un certain standing. Mais ça reflète souvent ce qu'on souhaite, sa vision. Et ça ramène je trouve que ça ramène assez rapidement à la réalité, que 186 € à chaque jour opérationnel, c'est quand même pas mal à couvrir. Ces coûts fixes et ce coût opérationnel journalier sont importants. Et dans la troisième étape, on va se concentrer sur ce qui est le salaire. Donc, c'est ce que disait Patricia, c'est penser à soi. Qu'est-ce que je veux gagner finalement? Vous y donnez un salaire net ciblé. Dans ce tableau-là, je suis parti de donner avec tel ou tel critère. Charges sociales et fiscales, il y a une formule qui revient à 45% d'imposition sur les charges sociales et fiscales. Bien évidemment, une fois que vous aurez les documents, regardez votre situation fiscale et sociale et mettez le bon tarif de façon à pouvoir avoir le bon chiffre à la fin. On est bien d'accord dans cet exemple-là. Bon, ici, la personne… Comme on est tous sur des territoires différents, on a tous des situations… pour ceux qui sont en France, vous avez pas des situations, mais des statuts différents. Du coup, les charges ne sont pas les mêmes pour tous. Donc là, il y aura bien évidemment à modifier… Donc, ce sera réajusté, ouais. Tout à fait. Votre taux sera réajusté, le 0,45 qui sera modifié. On est parti sur un taux moyen. En France, en fonction de votre statut, ça va plutôt osciller vers du 60% que du 40%. Donc, c'est important de le passer parce que finalement, ce que vous voulez savoir, c'est ce que vous coûtez à l'heure. Ensuite, il y a si on partait d'un salaire net qu'on y ajoute des charges, on aura un total des charges salariales. Donc ici, dans cet exemple 100, 1 500 €. C'est les 70 000 plus les 31 500. On est bien d'accord. Et finalement, on va aller mettre ce qu'on appelle un montant des frais annexes qui exprime finalement les coûts fixes. Et tout ça va vous donner donc en fait le montant de chiffre d'affaires que vous ciblez pour pouvoir couvrir vos charges ou vos coûts fixes. J'espère que vous me suivez. Je regarde un peu les têtes, j'en ne vois que 5 sur mon écran. Patricia, tu vois peut-être le reste? Oui, non, pour l'instant, c'est bon. Et on n'a pas d'infarctus, on n'a pas de… Bon, c'est un exemple, comme je disais, qui est quand même assez élevé. C'est quelqu'un qui veut bien gagner sa vie et qui va pas mal bosser, on va dire. Enfin, ça va. Et finalement, on se retrouve à diviser ce chiffre-là par le nombre de jours ouvrables qu'on avait de jours ouvrés, pardon. Et on arrive à un taux journalier de 761 € et un tarif horaire de 95 €. Alors maintenant, je vous pose la question, qu'est-ce que veut dire ce chiffre-là? Tout ce qui vous vient à l'esprit. N'hésitez surtout pas. Allez-y, je vous écoute. Point mort. Point mort. Putain, en pleine figure. Génial. Enfin, point mort. Point mort dans le sens, tu peux compléter, Nicolas? Point mort dans le sens où c'est ce que je dois avoir pour payer mes charges, pour tout payer. Et là, je génère pas de valeur, je n'ai pas mes trucs en plus, etc. Voilà. Donc là, je suis avec un taux horaire pareil.
vraiment capable de pouvoir couvrir mes coûts fixes, mais j'ai encore pas de coûts variables derrière tout ça. On est bien d'accord? D'où l'intérêt de comprendre quel est mon tarif horaire minimum auquel je pourrais couvrir finalement mes frais, mes coûts fixes. Donc les 186 €. OK? Bon, comme on vous disait, ce document, certains y ont déjà accès. Je l'ai un peu optimisé. Pour toutes celles et ceux qui ont déjà eu le document, vous verrez au fur et à mesure. Donc, je vous ferai parvenir la nouvelle version. Mais c'est vachement important d'être en clair là-dessus. Ça ne veut pas dire, et je le répète, comme vient de dire Nicolas, que vous allez pouvoir vous vendre à 95 € de l'heure. Une fois que vous allez calculer, déjà, vous ne vous vendez pas à l'heure. Mais en faisant le calcul sur les prochaines fiches, vous allez voir que votre taux horaire n'a pas le droit d'être à ce niveau-là. Et pas non plus à 105 et à 110. Vous allez voir pourquoi. D'accord? Question jusqu'à là? Oui, moi j'ai une question. Tu as inclus les impôts dedans ou pas? Je crois pas. Hein. Bah si, fiscal. D'accord, mais donc tu as inclus les impôts sur le revenu, ok. C'est IS, hein, c'est pas Ok. impôt sur la société, c'est impôt Oui, sur c'est l'impôt sur la société, c'est pas l'impôt sur le revenu. Oui, d'accord. Non, mais je l'ai dit, hein, d'accord. c'est un consultant indépendant concernant charges et frais annexes. Hein. C'est l'exemple que j'ai pris ici. Après, comme je vous disais, il faut prendre en fonction de votre société, de votre statut, comme disait Patrice. Oui. Et Mais faites ça. attention, c'est qu'en sortie de société, vous avez encore des impôts à payer, vos impôts perso à payer. Ah bah sur le salaire, c'est clair. Sur ce que vous avez gagné. Ici, on est au sein de la société. Une fois que vous allez vous reverser des dividendes ou vous allez vous reverser votre salaire, si vous êtes une société, vous allez payer vos impôts sur le revenu et pas sur la société. Et c'est pour ça, et on vous le dit, on vous le répète, dès que possible, prenez un expert comptable. Dès que possible, prenez un avocat qui joue le rôle de fiscaliste également. Oui, parce que tout ça, va falloir l'optimiser et vous allez voir qu'en fonction de votre statut, si vous êtes indépendant, parfois c'est intéressant jusqu'à un certain seuil et au-delà de ce seuil-là, il faut soit passer en société avec une gérance majoritaire, soit au contraire passer en société avec une présidence, si c'est une SASU, et ne se payer qu'en dividende. Même si aujourd'hui le dividende est moins intéressant enfin n'est plus aussi intéressant qu'il a été pendant un temps. Oui, vas-y, Mickaël. Patricia, on risque de dire une bêtise, ce qui sera peut-être sûrement le cas. Pourquoi te déprécier à ce point? Bah ouais, Mickaël. Pour te faire réagir. Donc, si tu vas dire une bêtise, c'est pas la peine de la dire, tais-toi. Non, il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a que des questions. Ben non, ah, voilà. c'est ça. Donc ne la déprécie pas ta question. Oui, pour rebondir quand tu demandais pour le calcul pour l'impôt sur le revenu, mais du coup, ça n'a pas de valeur dans le tableau que Mickaël vient de nous présenter, puisque là, c'est vraiment raccord à la société. Ça, c'est un autre calcul. Oui, mais si tu veux, ce que je voulais souligner, je voulais préciser, parce que pour moi, consultant indépendant, il pouvait avoir soit un statut d'indépendant, auquel cas les impôts sur la société équivalent aux impôts sur le revenu, puisque vous êtes imposable au titre du bénéfice dans ce cas-là. Alors que sur un impôt sur la société, ça veut dire qu'une fois que que les dividendes sont définis, que l'impôt a été payé sur la société, il vous reste encore une imposition sur tout ça. Oui, mais ça intervient sur notre salaire, sur notre rémunération. Ça intervient sur votre salaire, mais ça entame d'autant ce que vous gagnez. Bah ouais. Oui. Oui, et ça, faut pas. Oui, mais c'est un paramètre. Si tu veux, on a dans nos clients des gens qui nous disent: ah, mais non, mais je veux laisser, je veux dire n'importe quoi, je veux gagner 100 000 par mois, je laisse 90 000 sur la société et je vis avec les 10 000. Mais non, on ne vit pas avec les 10 000 parce que de ces 10 000-là vont se déduire encore sur 120 000 €, on peut largement encore retirer 40 à 50 000 €. Donc, on ne vit pas sur les 10 000 mensuels, on vit sur 5 000 mensuels. Mais alors, du coup, comment tu peux l'intégrer dans le calcul de rentabilité? Ben, tu ne vas pas l'intégrer dans le calcul de rentabilité. Enfin, tu vas l'intégrer sous la forme de quel est le salaire que je vais me sortir. Non, enfin oui, tu as raison Patricia, mais dans le document, je pense que c'était plus la question. Oui, voilà, c'est ça. Oui,
Je vais vous montrer en fait ce qu'on fait. Si je me permets, Patricia, Oui, de vas-y. rebondir sur le document, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est qu'on va aller mettre en fait montant frais annexes et finalement aller y rajouter. Là, c'est simplement, je suis allé me servir de ce montant-là, D'accord. mais d'aller dire, et c'est justement là, je voulais compléter ce que disait Patricia, on a même des clients qui nous disent, je veux avoir une fortune personnelle au bout d'un an ou de 2 ans, 3 ans, de 5 millions. D'où viennent ces 5 millions s'ils ne sortent pas de la société ou des sociétés? Ils ne vont pas se faire comme ça. L'argent, elle doit venir de l'opérationnel pour devenir de la fortune personnelle. Donc, s'il n'y a que par le salaire que je veux faire mon million au bout de 3 ans, il va falloir que mon salaire me permette de faire 1 million. Donc, il faut se poser la question, si mon but personnel, et Patricia a tout à fait raison, et c'est ce que j'aborderai dans d'autres d'IA également, l'essentiel et la base de toute bonne stratégie personnelle, parce que tout part de vous, c'est de vous poser la question, quel est mon mode de vie privé pour avoir mon mode de vie entrepreneurial? Si vous voulez avoir 2 millions pour investir dans une baraque, dans une grosse bagnole ou dans l'art ou je ne sais quoi encore comme type d'investissement, eh bien, il faut bien que l'argent vienne de quelque part. Donc, il va falloir le mettre dans ce document-là, par exemple ici, et à l'ajouter. Et ça, c'est le tarif annuel. Ce sont des chiffres annuels. Si vous dites par an, je veux faire sortir en dividende, à côté de mon salaire, parce que c'est imposé différemment, je ne veux pas trop rentrer dans les détails et pas trop non plus dans les conseils, parce que c'est plus le rôle d'un fiscaliste et d'un comptable. Là, ouais. Mais je vous donne juste mon expérience, parce que moi je l'ai vécu, et Patricia c'est pareil, parce qu'on était propriétaire de différentes sociétés à un certain niveau, on se verse des dividendes et pas que le salaire. C'est comme ça qu'on crée une fortune personnelle finalement. Eh bien, il faut calculer ce montant-là également dans votre calcul, il faut le prendre en compte. Et faites-le à ce niveau-là. Allez voir un comptable. Pourquoi? Parce que je prends par exemple le cas de Maurice. On a un certain nombre de choses qui vont être transparentes. Transparentes dans le sens où ce sont des choses qui vont sortir de la société, qui vont tomber dans nos poches tout à fait légalement. On ne parle pas de choses illégales, on parle vraiment de choses légales, mais qui n'apparaissent pas. Non, mais ça, la drogue, les prostituées, les armes, hein, Patricia. Ça, c'est le moyen de s'enrichir rapidement. Mais ça, faut non, ça, c'est les larmes, c'est pas les armes. non, bon, sérieusement. Non, il y a un certain nombre de choses, et ça, c'est valable aussi en France, même s'ils ont beaucoup réduit le champ, qui vont pouvoir sortir de la société. Donc, tout à fait légalement, rentrer dans vos poches. Alors, souvent avec, on va dire, une période de stagnation. C'est-à-dire que pendant un temps, il y avait des PERCO, je ne sais pas si ça existe encore, qui étaient des plans d'épargne retraite. C'est-à-dire que vous pouviez, en tant que propriétaire de société, vous pouviez verser un certain pourcentage annuel du salaire, du vôtre ou de celui de votre employé, et vous doubliez, l'État doublait le plafond. Vous le laissiez 5 ans et au bout de 5 ans, sous une cause de mariage, de divorce, d'avoir un enfant, que les enfants partent aux études, enfin il y avait toute une liste, vous pouviez récupérer cet argent. Tout ça, c'était hors cadre de fiscalisation et de cotisation sociale. Mais tout ça, ça permettait, je sais que mes employés pendant un temps avaient récupéré entre 30 et 45% de plus de salaire parce que toutes les primes que je ne voulais pas verser parce qu'elles étaient imposées à hauteur de 50 ou 60%, je les versais sous ces formats-là. Ce qui vous permettait, ce qui me permettait aussi, parce qu'à chaque fois que je versais pour un employé, je pouvais me verser pour moi. Ce qui permettait de sortir de l'argent de la société de manière, encore une fois, j'insiste, tout à fait légale, avec des systèmes de défiscalisation dont le seul inconvénient était, on va dire, les 2 ou 3 premières années parce qu'on était obligé de laisser l'argent, je ne sais plus si c'était 3 ou 5 ans. Pendant ce temps-là, il faisait des petits et après, on était habilité sous des clauses particulières à le récupérer. Et à partir du moment où vous faites ça régulièrement, tous les ans, ça tombe. Donc, allez vous renseigner, des systèmes comme ça existe toujours parce qu'il ne faut pas oublier que nos dirigeants pondent les lois en fonction de ce qui les arrange et non pas en fonction de ce qui nous arrange. Et comme eux non plus ne veulent pas payer d'impôts, forcément, il va y avoir des solutions pour défiscaliser. Donc, allez vous renseigner, ces systèmes-là existent, ils existent dans tous les pays et ça permet largement d'agrémenter le quotidien.
Mais ça, aujourd'hui, il faut un fiscaliste ou un très bon comptable qui soit versé là-dedans pour pouvoir sortir ça. Mais il y a moyen, on va dire, d'améliorer et de se constituer une fortune en partant de son entreprise et en sortant… Olivier qui déprime au divorce. Non, non, c'est pas une prime au divorce, mais c'est vrai que moi, quand j'ai divorcé, j'ai demandé à rapatrier mes fonds. D'ailleurs, mon assureur m'a prêté tous les doigts s'il savait que j'étais remariée depuis, mais bon, tant pis pour lui. Non, donc voilà, sérieusement, il existe tout un tas de systèmes, de mécanismes, c'est du détournement légal, on va dire, des fonds qui sont dans la société, et c'est en général quand même assez intéressant. Olivier nous dit, ça explique les X mariages à Hollywood. Donc, c'est assez intéressant pour vous en tant que patron, c'est intéressant pour vos employés et c'est surtout en général hors toute contribution, quelle qu'elle soit, fiscale ou sociale. Donc, renseignez-vous là-dessus parce que ça, moi, je sais que pendant un temps, alors aujourd'hui, c'est plus le cas en France puisque les dividendes sont maintenant soumis à cotisation sociale. Mais il y a eu toute une période où ce n'était pas le cas. Donc, j'avais une rémunération qui était basse et je me versais des dividendes qui étaient hauts. Parce que ça me permettait de dégager toute cette partie-là. Déjà, on avait, à l'époque, c'était une imposition qui était à 15% au lieu des 33% sur lesquels j'étais imposé sur le reste de mon salaire. Donc, ça me permettait de bénéficier et j'étais imposé, c'était la société qui payait les impôts et pas moi. Voilà, donc voyez, alors ça, il faut bien s'entourer parce que votre comptable, et ça je le répète, votre comptable est supposé vous faire gagner minimum 2 fois ce qui vous coûte. Alors, trouvez un bon comptable et imposez-lui ce principe et vous verrez que les mauvais, en général, vous disent non. Un bon comptable, c'est celui qui passe son temps dans la documentation officielle, qui reçoit tous les jours quasiment, et qui met à jour toutes les lois et toute l'application des lois. Ça va être toute la doctrine et toute la jurisprudence, et ça change tous les jours. Donc, un bon comptable doit être au courant de ça pour pouvoir bien vous conseiller. Et là, c'est l'expérience qui parle. Mon père passait 45 minutes par jour à lire la documentation officielle pour savoir comment il pouvait aller optimiser les chiffres d'affaires de ses clients. Et c'est ce que j'impose à mon comptable. Enfin, ce que j'imposais à mon comptable. Si je n'avais pas gagné, je diminuais d'autant ses honoraires. Inutile de dire qu'elle faisait la gueule assez régulièrement. Et le comptable, il est là pour ça. Il est là pour vous tenir au courant. Ce n'est pas votre boulot de vous tenir au courant des dernières lois. Par contre, c'est le sien. Et le sien, c'est de vous aider dans la limite de la légalité à vous faire gagner de l'argent. Et non pas à en donner à l'État. Okay. Je te rends la parole. Merci Patricia. Je suis en train de réfléchir. Je propose qu'on fasse une pause jusqu'à la demi. Quelle heure est-il ? Ah non, il est 23 déjà. On reprend à 35, ça vous va? 10 minutes de pause? Oui. Et puis on continuera avec la partie… Il est vachement plus sympa que moi. Hein. Moi, les pauses, elles sont de 5 minutes. C'est parce que j'en ai besoin moi-même. Tu as dit penser à soi, donc je pense à moi. Voilà. À tout de suite. Ah oui, Patricia, très bien, j'avais mis sur pause. C'est quand même mal fait, hein, je ne peux pas reprendre. Il faut que je t'autorise. Hein. Non. Voilà. Ah non, il faut que je t'interdise là. Si je Mais ne non, peux que t'interdire. Là, je suis en mode sanction. Dès que tu fais un partage d'écran, tu n'as plus accès à la fonction. Donc il faut…
l'enlever, voilà. Ça va fonctionner de mon côté, d'accord. Donc, avant même d'aborder la thématique du coût variable du produit, c'est un produit standard que je vais vous présenter dans cet atelier, et ensuite on abordera ce cas standard, en fait, le premier. C'est un cas simple avec un accompagnement individuel. Et ensuite, on aura un deuxième exemple, et là merci à Nicolas qui s'est proposé d'aborder un de ces défis, on va dire, pour le calcul de rentabilité sur un de ces produits. Et là, on abordera un coût c'est pas un coût, c'est un cas, j'ai du mal avec les mots, un cas de groupe, en fait. Donc, on aura un cas individuel et un cas de groupe. Alors, présentation de la logique de gestion analytique. Tout ce qu'on est en train de faire, finalement, quand on réfléchit, c'est de la gestion analytique. On analyse et on gère les résultats d'analyse pour finalement arriver à un prix de vente, donc la tarification. Et je trouvais que ce croquis, ce diagramme permet facilement, ou plus ou moins facilement, de comprendre comment fonctionne la gestion analytique de tarification. On a un chiffre d'affaires ou alors un prix de vente, hein, c'est la même chose, finalement, quand on réfléchit. Ce n'est pas la même chose sémantiquement parlant, mais ça peut être le prix du produit, pardon, ou alors le chiffre d'affaires de la société, ou le chiffre d'affaires qu'on va faire avec le produit, mais ça revient exactement à la même chose. Dans votre chiffre d'affaires, vous avez un certain pourcentage qui représente les coûts variables, un certain pourcentage qui représente la marge sur les coûts variables. Donc, on peut dire finalement que le chiffre d'affaires moins les coûts, ça nous donne la marge sur le coût variable. La marge coût variable, enfin le chiffre d'affaires moins la marge sur les coûts variables, ça nous donne les coûts variables. Et que de cette marge de coûts variables découlent finalement mes charges fixes et mon résultat. Donc, le résultat, le bénéfice net à la fin, avant impôt. Hein. Attention, avant impôt. Comme disait Mickaël tout à l'heure, les impôts ne sont pas inclus dans la calculation, dans le calcul. J'ai du mal avec ce mot-là. Calcul. Et c'est ces chiffres-là qu'on va aborder dans la fiche ou la feuille de calcul. Quel est le chiffre d'affaires que j'aimerais faire avec le produit ou le chiffre d'affaires que j'aimerais faire avec mon business? Quels sont les coûts variables finalement qui expriment mon produit ou mon service? Quelle est la marge que je vais pouvoir faire sur mes coûts variables? Donc, je le répète, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts variables, donc j'ai ma marge sur coûts variables. Et finalement, si j'ai suffisamment de marge, j'arriverai à couvrir mes charges fixes et j'arriverai à avoir un résultat, donc un bénéfice avant le coût. Ça va, c'est compréhensible, ouais? Très bien. Ensuite, on abordera dans la fiche de calcul l'analyse et la détermination de l'effort à fournir, donc les fameux frais variables. Et ensuite, le calcul de l'estimation des coûts. Pourquoi en 2 étapes? Parce que, comme je vous ai dit, on a d'un côté les coûts fixes et de l'autre les coûts variables. Et ici, le deuxième point, calculer votre estimation de coûts, c'est aussi bien la prise en compte des coûts fixes et des coûts variables, de façon à ce que votre prix puisse financer les deux. Et c'est souvent là que des entrepreneurs qu'on suit, avec qui j'ai pu travailler jusqu'à maintenant, etc., oublient d'impliquer les coûts fixes dans leur calculation, ce qui fait que leur produit est rentable pour couvrir les frais variables ou les coûts variables, mais finalement, ils se rendent compte qu'à la fin, dans le cas qu'on connaît, les 186 € ne sont pas couverts avec ma marge. Et donc, je vais aller déduire ça de ma marge et je me rends compte finalement que je gagne pratiquement plus rien chaque mois. Vous voyez ce que je veux dire? Faites-moi un petit signe de la tête, ou si oui ou non. Bon, je ne vous ai pas tous à l'écran, mais Patricia pourra me dire s'il y a des questions ou si ce n'est pas clair. Et alors là, on abordera premièrement les coûts et les efforts de conception et de planification. Ça, c'est des choses qu'on oublie souvent. Tous les coûts et les efforts de conception, d'ingénierie pour aller créer un produit, il va falloir aller amortir cela. Comment on va le faire, etc. Je vous expliquerai dans la feuille de calcul. Ensuite, dans la deuxième étape, on abordera les coûts et les efforts de marketing et de vente. Ça, c'est des coûts à prendre en compte aussi. Si vous passez 10 heures au téléphone à vendre le produit, et vous savez que vous allez passer 10 heures à chaque fois pour vendre le produit, ça vous le voyez au fur et à mesure de vos chiffres, vous faites une analyse de vos appels de vente. Combien d'appels il m'a fallu pour vendre un produit? Combien de temps je passe à faire du marketing par semaine? Donc ça, je le mets à l'année. Et tout ça, ce sont des coûts qu'il va falloir impliquer dans votre calcul, votre feuille de calcul. Et alors, ensuite, troisième point au niveau des coûts,
ce seront les coûts et l'effort de mise en œuvre, de réalisation, de production ou d'administration. Pourquoi différents termes? Parce que ça dépend du type de produit ou de service que vous proposez. Certains vont parler de mise en œuvre, d'autres vont parler de réalisation. Par exemple, Céline, il y a quelque chose à réaliser, à mettre en œuvre. Il y a quelque chose à produire, un résultat. Il y a peut-être un produit à créer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend du type de service et de produit qu'on propose. Et il y a des frais administratifs. Les frais administratifs, ça, il ne faut jamais les oublier. Les frais administratifs, c'est les frais de gestion et les frais de mise en place, tout ce qui est en fond. On oublie bien souvent. Donc, quand vous passez, par exemple, je vous ai dit régulièrement d'aller analyser vos produits, vos services, vos tarifs. Et si vous passez, je ne sais pas moi, 15 heures, 20 heures par an, eh bien, ça va falloir le tarifer avec le tarif, la valeur marchande que je vous ai donné tout à l'heure. C'est toujours ce tarif-là que vous prenez. Et vous allez le multiplier par le nombre d'efforts pour avoir un coût administratif sur la gestion de votre produit. Et ça, il faut le prendre en compte dans votre calcul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on commence à rentrer dans les choses. Bon, ça va revenir à ce qu'on dira dans la deuxième question. Quelles sont les choses invisibles qu'on ne voit pas et qu'on oublie souvent? C'est ce genre de choses. C'est 3 étapes, par exemple. Là, on prend vraiment la chaîne de bout en bout. Création du produit, planification, mise en place. Ensuite, il y a le coût et l'effort de marketing et de vente pour le commercialiser. Et ensuite, il y a dans la mise en œuvre et tout ce qu'il y a ensuite, après, une fois qu'on l'a mise en œuvre, qui peut et qui doit être impliqué dans votre calculation. Et tout ça forme en fait les frais variables. Questions, remarques, suppléments? Là, tu parles de frais variables, ce n'est pas les coûts variables. Du coûts ou frais variables. De choses. Ouais. Non, c'est juste parce que du coup, tu disais tout à l'heure que ça va pas forcément. Enfin, le coût que je vais mettre, par exemple, à faire mes appels de prospection, ça n'a pas de lien avec mon nombre de produits vendus. Ou tu parlais d'appels uniques. C'est-à-dire que si je veux vendre tel produit, je sais que je dois avoir en moyenne 5-6 fois mon client. Ouais. Ou c'est pour vendre un produit, il faut que j'en contacte 5. Tu vois ma question? Oui, c'est plus la deuxième. En fait, ça dépend du type de cas. Ça dépend du cas. Mais en fait, au départ, c'est souvent ce qu'on appelle dans le milieu du marketing toutes les phases de test. On parle souvent de test A et B, c'est-à-dire qu'on va aller sortir un produit, on va mettre à un prix et on va aller tester. Est-ce que le marché est OK? Est-ce que le client est réceptif? Et l'effort qu'on va fournir, il faut qu'il soit pris en compte. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, on va, comme je disais tout à l'heure, faire une estimation annuelle. C'est-à-dire qu'on va partir d'un chiffre d'affaires qu'on aimerait bien faire avec le produit. Et si on se dit que ce chiffre-là, avec ce produit-là, je voudrais faire… si je veux faire 100 000 à l'année et que je sais que mon produit va me permettre d'en faire 60, je sais que je vais en faire 60 000. Devoir faire 60 000 avec ce chiffre-là. Parce que ce produit-là, je veux faire 60% de mon chiffre d'affaires annuel prévisionnel. Si mon chiffre d'affaires annuel prévisionnel est 100 000 euros, 60%, avec ce produit-là, ça va me faire 60 000 euros à faire. Et de ce chiffre d'affaires-là et des coûts, alors coûts en euros ou alors coûts en temps, à vous de voir, il va falloir ajouter ces frais ou ces coûts, pour moi c'est la même chose finalement, dans votre calculation, dans votre feuille de calcul. Et c'est ce que je voulais dire. Et c'est pour ça qu'il est important de gérer, parce que gérer ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, je parle c'est vraiment de la théorie au départ. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Mais on se connaît soi, on connaît la valeur qu'on apporte, c'est les efforts qu'on aura soi-même dans la mise en opération, et on va aller peu à peu confirmer ces résultats-là par rapport à la pratique. Et aller, c'est ce que j'appelle du fine-tuning, aller tourner un peu ces petites vis de façon à être de plus en plus rentable. C'est minime, c'est surtout sur les coûts et les frais, ce n'est pas sur le prix final. Parce que vous allez avoir une marge qui va vous permettre quand même de faire suffisamment de marge et de bénéfices. Par contre, les coûts, il faut qu'ils soient clairs. Et là, vous pouvez aller tourner les vis sans problème. D'accord? Donc, il y a une différence entre aller tourner les vis du prix de vente et les prix des coûts. Donc, le coût de revient, ce n'est pas la même chose.